d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat. Alors oui, vous l'aurez remarqué, les cheveux de Raphaël ont un petit peu poussé en 24 heures. Vous inquiétez pas, il revient dès lundi. En attendant, ce soir, c'est moi qui est aux commandes de cet épisode 12 de la saison 1. 12, comme les 12 tribus d'Israël, ça, c'était facile. Alors au sommaire, ce soir, la tension qui continue de monter sur le front nord, au Liban, alors que le Hezbollah poursuit ses intimidations et ses violations du cessez-le-feu. L'armée israélienne poursuit, elle, ses frappes. Est-ce que Tsahal doit aller plus loin? Est-ce qu'une nouvelle guerre est inévitable? On posera la question à nos débatteurs dans quelques minutes. Mort à Tsahal, nous ne voulons pas de sionistes ici, ou encore mondialiser l'intifada. C'est ce qui a été scandé cette nuit dans une manifestation anti-sioniste devant une synagogue à New York. Harry Afilalo vit sur place. Il sera notre invité pour l'interview du Tac au Tac. 4 débatteurs, 4 informations. Ce sera pour le tour de l'info avec au programme le VJF, la peine de mort pour les terroristes ou encore des tracts en arabe et en turc et le tout dans les rues de Strasbourg. Et le second débat sera consacré cette fois à l'après-guerre. Selon des responsables yéménites, les États-Unis souhaitent que le Yémen fasse partie de la force internationale dans la bande de Gaza. Ce sera le deuxième thème et le deuxième face-à-face. Et enfin, Julia Salle, évidemment, aura un petit message pour vous et pour nous en fin d'émission. Ce sera la carte blanche. Alors, est-ce que vous êtes installés? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Ça se débat, donc, saison 1, épisode 12. Et qui compose l'équipe des débatteurs de Ça se débat? On commence ce soir d'abord avec Tel Aviv et Samuel Lévy. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Bonsoir, oui, c'est vrai. Comment ça va en cette veille de week-end? Plutôt pas mal. Et on a passé des bonnes fêtes. Et là, il y avait toute la famille de France qui était là. Il y avait le mariage de ma nièce, donc c'était magnifique. C'est bien, des bons moments. Ça, c'est sympa. Raphaël Becache également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Avec plaisir. Très bien, on a une semaine intéressante. J'espère que ça fera avancer les choses en Israël. Ça a l'air d'avancer beaucoup plus rapidement que ces dernières semaines. Donc, on attend vraiment de voir la suite. Super, donc des bonnes nouvelles. En plus, on a un bon week-end qui nous attend. Il va faire très chaud. En revanche, il ne va pas faire chaud à Paris. Ça va faire jalouser nos débatteurs à Paris. On va justement prendre la direction de nos studios où il y a Jean Messia qui nous attend. Bonsoir Jean, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien et vous-même? Fraîchement ici. Ah oui, fraîchement. Nous, il fait un peu chaud. On va avoir un bon week-end à 30 degrés, mais après, on va très vite redescendre. Et à côté... Tant mieux pour vous. Ah oui, non, on va avoir un bon week-end. Et à côté de vous, il y a Michel Mimran. Comment vous allez? Très bien, comme mon compère de ce soir. Bon, eh ben super, on est tous en forme, on est donc prêts et c'est maintenant le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. Tout d'abord, on rappelle la question, un État palestinien contre une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça vaut le coup? Vous le voyez, pour 83%, vous êtes de l'avis de Rachel Bourlier, donc contre. Et la deuxième question, c'était dans l'affaire Frontières, Leroy Merlin, la gauche française est-elle la gauche la plus intolérante du monde? Vous le voyez, c'est oui pour 84%. Vous êtes donc d'accord avec Alexandre Bensoussan. On va donc commencer avec notre premier débat. On le disait, la tension continue de monter sur le front nord. Au Liban, le Hezbollah multiplie ses intimidations et refuse de déposer les armes. Pire, l'organisation chiite libanaise semble même se réarmer. Face à ces violations du cessez-le-feu, Tsahal a intensifié ses frappes aériennes. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'une nouvelle guerre est inévitable? Nous avons décidé de poser cette question à nos débatteurs. Samuel Lévy et Raphaël Becache ne sont pas du même avis. Ça va donc être un débat assez animé, on l'espère. C'est donc Ça se débat, saison 1, épisode 12, face à face 1. C'est parti. Alors, Samuel Lévy, c'est vous qui allez commencer. On rappelle la règle. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Raphaël, vous enchaînerez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? On va essayer. Ouais, on est prêt. Allez, on y va et on n'oublie pas qu'on a 1 minute. J'ai un petit buzzer, je vais me faire une joie d'appuyer dessus si vous dépassez ces 1 minute. Allez, c'est parti Samuel, c'est à vous. Océane, tout d'abord, quand vous me posez la question, y aura-t-il une nouvelle guerre avec le Hezbollah? La question n'est pas de savoir
s'il va y avoir une nouvelle guerre, mais plutôt quand elle sera cette nouvelle guerre. Et depuis des années, vous savez, le nord du pays vit sous la menace constante des missiles du Hezbollah. Des dizaines de milliers d'Israéliens, si ce n'est des centaines de milliers d'Israéliens, ne peuvent pas dormir tranquillement le soir du fait des attaques incessantes de cette milice chiite qui est dirigée et pilotée par l'Iran. Alors pendant ce temps-là, le Hezbollah, lui, se réarme depuis qu'Israël a attaqué pour pouvoir les désarmer. Il se réarmerait ouvertement sous le regard justement du gouvernement libanais qui ferme les yeux et qui a décidé de renoncer à contrôler une partie de son territoire. Bien évidemment, Israël est un État souverain et il ne peut pas se permettre ce luxe-là d'avoir une milice contrôlée par l'Iran sur sa frontière nord. Donc Israël est un pays qui doit renforcer sa force de dissuasion. Et vous savez, au Moyen-Orient, il y a une règle qui est très connue, c'est si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes vulnérable. Alors à ce moment-là aussi, il y a un autre dicton dans la Torah, celui qui vient pour te tuer, neutralise-le en premier. Ça y est, Raphaël, c'est à vous. Moi, ce que je veux dire, c'est que si le Hezbollah se renforcera, alors cela deviendra inévitable, mais on n'est pas encore dans cette situation. Et il faut éviter que ça arrive, et c'est important de comprendre pourquoi. Tsahal est dans une phase de reconstruction. Il y a une usure d'armement, de munitions et surtout d'hommes. On envoie des soldats au combat, on n'envoie pas des pions. Et ça, il y a eu 2 ans de guerre éprouvants qui amènent à une certaine usure et à un besoin pour ces militaires de se reconstruire. Il faut aussi prendre en compte la situation qu'il y a au Moyen-Orient. On a un président qui est le plus agressif face au Hezbollah et qui a dit son envie de détruire le Hezbollah au Liban. On a Al-Juliani qui se renforce en Syrie et qui est un opposant féroce du Hezbollah. Il faut utiliser ce changement du Moyen-Orient pour éviter d'avoir à rentrer dans cette action. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on doit avoir quelque chose de passif comme le Likoud l'a fait ces 20 dernières années. Il faut continuer les attaques ciblées, continuer les aides diplomatiques, mais pour la résilience de l'armée, il y a besoin d'un temps de reconstruction et ce temps de reconstruction doit être donné et pour cela, il faut donc renforcer les attaques ciblées et les avancées diplomatiques. Donc Raphaël Bekkach, on va le rappeler parce qu'il y a eu un petit souci dans les CG, donc vous êtes contre cette guerre, une guerre donc avec le Hezbollah. Samuel Lévy, vous êtes pour. On va s'intéresser à ce que pensent nos débatteurs à Paris. Michel Mimran, est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Samuel ou de l'avis de Raphaël ? Résolument de l'avis de Raphaël. Je pense que la pression doit être sur le Liban, sur son président et son Premier ministre. Je pense d'ailleurs qu'ils ont parfaitement compris le message. Je ne crois pas qu'une guerre soit souhaitable. Je pense qu'elle est tout à fait évitable. En revanche, Tsahal doit battre le fer tant qu'il est chaud. Il n'est pas question de repartir sur un réarmement du Hezbollah. Mais je crois que le Liban a compris le danger qu'il courait s'il laissait le Hezbollah se réarmer. Samuel ? Moi, je veux dire qu'on se fait des illusions. Le Liban n'a pas du tout compris le message. D'ailleurs, la preuve en est que le chef d'état-major qui avait une visite prévue justement aux États-Unis, cette visite-là a été annulée. Il faut savoir que ce chef d'état-major qui a été fraîchement élu par le nouveau président libanais a reçu comme message de remerciement une lettre du chef du Hezbollah et on est en train de dire qu'il est très récalcitrant justement pour saisir les armes du Hezbollah. Donc je pense qu'au contraire, à mon avis, c'est encore là aussi une façon de gagner du temps et il ne faut pas justement laisser le Hezbollah gagner ce temps-là. On sait très bien que la frontière entre la Syrie et le Liban est une vraie passoire. Alors même s'il y a des démarches qui sont constructives et qu'on peut saluer, mais il ne faut pas se leurrer et encore continuer à être sans arrêt dans ce raisonnement qui est un raisonnement où on est malheureusement un peu les dindons de la farce. Jean Messia, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt, pour vous, une guerre est inévitable sur le front nord ou au contraire plutôt jouer la voie de la diplomatie ? Une guerre n'est jamais inévitable en soi, sauf avec des gens dont l'unique objectif, encore une fois, est de vous éradiquer. Je ne crois pas que le but du Hezbollah, pas plus d'ailleurs que le but du Hamas, ça soit un jour de s'asseoir à une table avec les Israéliens et de négocier la paix et une coexistence pacifique. C'est en cela, si vous voulez, que le conflit entre Israël et le Hezbollah ou Israël et le Hamas est un conflit unique. C'est pas une guerre comme une autre. C'est une guerre véritablement d'extermination de l'adversaire. C'est-à-dire que le Hezbollah ne reconnaît pas Israël. Donc à partir de là, si vous voulez, ça change totalement la donne. Maintenant, la question que je voudrais poser à Raphaël et à Michel ce soir, c'est en gros, ils sont contre ce qu'Israël a fait au Hezbollah il y a quelques mois. C'est-à-dire les attaques préventives d'Israël avec les beepers, etc.
si on leur avait posé la question, vous êtes d'accord, par rapport à ce qu'ils ont répondu ce soir, et on comprend qu'ils auraient dit non, on n'est pas d'accord. Donc aujourd'hui, lorsqu'on découvre que le Hezbollah a été décapité par ces opérations, bien peu de ceux qui justement refusent la guerre aujourd'hui disent « Ah, c'était une mauvaise idée, il fallait laisser les grosses têtes du Hezbollah continuer à exister et continuer à planifier et à comploter contre Israël ». Donc vous voyez, parfois, vous avez des attaques préventives lorsqu'elles sont intelligemment menées, qui ne conduisent pas forcément à une guerre, mais qui permettent de mettre l'adversaire KO. Et c'est exactement sur cette voie-là qu'il faut qu'Israël continue. Raphaël Bekkach. Bon, la déformation de gens est ridicule et elle va malheureusement arriver sur la réalité. La réalité, c'est qu'à titre personnel, j'ai combattu à la frontière libanaise et donc je connais très bien cet endroit-là et l'importance d'aller et de tirer face à l'ennemi. Ce dont on parle, par contre, ce n'est pas simplement qui est une opération ciblée, on parle d'une opération globale. Il y a une phrase en hébreu qui dit « Loli dashdesh betoch habotz alevanoni », ne pas se perdre dans la boue libanaise. On doit avoir dans le coin de la tête 2006 et 82, et notamment le combat du Salouki. Le combat au Liban de grande ampleur est quelque chose d'extrêmement difficile du fait de la topographie locale. On parle évidemment d'aller et d'attaquer et d'affaiblir le Hezbollah au maximum, de ne pas laisser relever la tête. Aujourd'hui, chaque personne du Hezbollah qui lève trop la tête se prend un tir d'avion et c'est très bien. Par contre, arriver avec une attaque d'ampleur qui amènerait toute l'armée serait quelque chose qui serait extrêmement nocif et pour l'armée israélienne et son armement qui a besoin de temps et pour les militaires qui ont besoin, encore une fois, de se reconstruire. On a une armée majoritairement de réservistes. Ils ont besoin de temps. Et en plus, on n'arriverait pas obligatoirement à un succès face au Hezbollah qui est tellement meilleur. Une opération globale est donc quelque chose de ridicule. Bon, les histoires de succès depuis 2 ans qu'on n'arriverait pas à atteindre, qu'on n'arriverait pas à ramener les otages, qu'on n'arriverait pas à terminer cette guerre, qu'on n'arriverait pas à désarmer le Hamas, ça fait 2 ans qu'on les entend. On a déjà entendu ce discours. Ouais, on a déjà entendu ce discours et malheureusement, il a fait trop de mal en Israël. Juste pour compléter ce que vous dites, Raphaël, vous savez, aujourd'hui, je pense que Israël ne va pas simplement rentrer de façon, on va dire, frontale avec le Liban. Il va essayer de faire ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est-à-dire de faire une ligne jaune qui sera sûrement le long du fleuve Litanie, avec justement une zone où Israël pourra se permettre, non pas d'être sur son territoire, mais d'être sur le territoire libanais et de pouvoir contrôler justement cette zone pour pouvoir attaquer plus facilement, pour pouvoir contrôler les fuites d'armes, pour pouvoir contrôler justement les infrastructures pour qu'elles ne puissent pas refleurir comme c'est aujourd'hui le cas. Et je pense que c'est ce vers quoi on se tourne, comme de la même façon qu'on a à Gaza cette fameuse ligne jaune, où aujourd'hui Israël est dans la bande de Gaza et ça permet à Israël justement de pouvoir procéder à ces interventions militaires. On voit, je veux juste réagir dessus parce qu'on voit là clairement un amateurisme militaire. Vous prenez l'exemple de ce qu'a fait le Likoud pendant 20 ans de rien faire et l'exemple autre qui est d'une opération globale. L'armée est capable de faire bien d'autres choses et il y a un milieu qui est énorme. Et ce milieu, c'est celui qu'il faut regarder. C'est pas une peur d'aller et de faire une opération si on veut être le plus fort possible, le plus professionnel possible, et ce qui amènera la résilience de l'armée le plus fort. C'est les laisser se réarmer ? Pas du tout. Encore une fois, des attaques ciblées, des attaques d'avions et des aides avec que ce soit le président libanais ou que ce soit les attaques en Syrie avec Al-Jolani. Réutilise les maisons des civils pour pouvoir cacher les armes. Vous savez, avec eux... Là, on verra des armes, on détruira les maisons. Avec eux, malheureusement, on ne peut pas leur faire confiance. Mais pas d'opération globale. Michel Mimran, qu'est-ce que vous pensez ? On a aujourd'hui le Premier ministre libanais qui s'est déouvert à des négociations directes avec Israël. Israël, pour l'instant, pas de réponse. Est-ce qu'il y a réellement un contact ? Est-ce que ça peut réellement se faire des négociations directes entre Beyrouth et Jérusalem ? Écoutez, on sait très bien d'ailleurs que les États-Unis agissent beaucoup pour que ces négociations aient lieu. Elles n'ont pas du tout commencé et effectivement, Israël n'a pas donné de réponse aux premiers appels de Nawal, le Premier ministre libanais. Mais je pense que si jamais des discussions devaient s'ouvrir entre Israël et l'État libanais, personne ne pourrait s'en plaindre. Voilà. Moi, j'ai toute confiance et en Israël et en Tsahal pour maintenir sa sécurité au nord, c'est-à-dire au sud du Liban, mais il faut probablement essayer d'arriver à normaliser ses relations avec le Liban. Samuel, Raphaël le disait tout à l'heure, c'est vrai que là, Israël, ça fait 2 ans qu'elle est en guerre, donc militairement, humainement, économiquement aussi, ça devient un petit peu difficile. Est-ce que réellement, le pays, l'armée israélienne, les Israéliens ont réellement besoin de cette nouvelle opération sur le front nord ? Vous savez, malheureusement, c'est pas nous qui avons besoin de cette opération, c'est qu'ils ne nous laissent pas le choix. Quand on a un Hezbollah en face qui est déterminé, qui est prêt à reconstituer son arsenal, qui est prêt à... D'ailleurs, qu'on n'oublie pas, le Hezbollah est le premier ennemi des Libanais. On n'oublie pas notamment les caches d'armes
ou enfin les entrepôts d'armes qui ont explosé à Beyrouth. On n'oublie pas que le Hezbollah lui-même a fait déguerpir les chrétiens du Liban, qu'il est la cause aujourd'hui de bien de maux dans la population libanaise, et que le Hezbollah est le premier ennemi des Libanais. Donc il y a un moment, il faut arrêter avec ça. Simplement, ils ne nous laissent pas respirer, ils ne nous laissent pas vivre en paix. Donc il y a une seule chose, il faut les éradiquer. Quoi qu'il en coûte. Et j'ai une question. Vous ne parlez pas un mot sur les réservistes. Vous ne parlez pas un mot de leur situation. C'est facile de dire ça quand on est de chasse. C'est-à-dire que les Kharidim qui ne viennent pas, évidemment, on peut dire qu'ils ne viennent pas. Raphaël, vous êtes mignon. J'étais à l'armée il y a 20 ans quand vous n'étiez même pas né. Revenez, il y en a encore de votre âge qui viennent. On a besoin de gens, on a besoin de soldats. C'est facile de le dire quand les gens n'y vont pas. On va en discuter, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème avec ça. Arrêtez de faire des caricatures avec les orthodoxes. Il y a des orthodoxes à l'armée. Je pense que vous étiez à l'armée. Non, pas du tout. Vous étiez à l'armée dernièrement. Je pense que vous avez vu beaucoup de petits pas. Là, de quoi vous parlez, ce sont les étudiants yeshivot. Ça, c'est un autre sujet. Jean Messia à Paris, donc la voie diplomatique voue à l'échec selon vous? Disons que la voie diplomatique, s'il s'agit de discuter avec des gens qui sont prêts à reconnaître l'État d'Israël et qui sont prêts à vivre pacifiquement aux côtés de l'État d'Israël, comme c'était le cas par exemple avec l'Égypte d'Anwar el-Sadat dans les années 70 ou avec la Jordanie du roi Hussein, bien sûr qu'il faut discuter. Maintenant, je ne sais pas si les autorités libanaises, si vous voulez, ont les mains totalement libres dans des négociations avec Israël, sachant que le Hezbollah, bien qu'affaibli, continue quand même de dicter la politique intérieure de l'État libanais. Les chiites contrôlés par le Hezbollah représentent quand même une grosse proportion de l'armée libanaise régulière. Donc il y a effectivement le Hezbollah comme milice, mais il y a aussi la manière dont il irrigue l'État libanais, les institutions libanaises, les ministères libanais et l'armée libanaise. Donc oui, évidemment, lorsqu'il s'agit de discuter, mais après, il faut garder quand même la main sur le pistolet parce que, je veux dire, en face, on n'est pas tout à fait sûr que les autorités libanaises présentées comme légitimes soient totalement indépendantes et libres du Hezbollah. Que fera le Hezbollah si demain les discussions entre le pouvoir libanais et Israël aboutissent? Elle est là la question. Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre civile au Liban avec un Hezbollah qui voudra renverser le pouvoir libanais pour éloigner la perspective d'une paix avec Israël? C'est tout à fait possible. Donc c'est beaucoup plus compliqué le Liban que ça ne le fut en Égypte ou en Jordanie. Il faut peut-être renforcer les ennemis du Hezbollah du coup. On va passer à un autre sujet. Est-ce qu'on aura donc des discussions directes entre le Liban ou Israël ou une nouvelle opération sur le front nord? L'avenir nous le dira. On va prendre la direction de New York. On va parler d'un autre sujet. Vous allez le voir, une manifestation antisioniste a eu lieu. Ça s'est passé cette nuit devant une synagogue. On a entendu, entre autres, mort à Tzahal. Nous ne voulons pas de sionistes ici ou encore mondialiser l'intifada, un climat antisioniste, voire même antisémite, alors que New York dispose, on le rappelle maintenant, d'un maire qui qualifie Israël de génocidaire. Comment se sent la communauté juive de la ville? C'est l'interview du Tac au Tac. Bonsoir, Ari Afilalo, merci d'être avec nous. Vous invitez, donc vous vivez à New York, vous êtes président de la synagogue franco-séfarade dans le Upper West Side donc de New York. Comment vous réagissez face à cette manifestation qui s'est donc tenue où des propos extrêmement violents ont été scandés cette nuit? Bonsoir à vous et merci. D'abord, je ne sais même pas si on peut la qualifier de manifestation. Pour moi, c'est plutôt une opération terroriste. Je pense que ce genre d'opération va s'accentuer. Si vous écoutez les propos, alors évidemment en Amérique, on a la liberté d'expression, mais il y a une limite à la liberté d'expression. Une incitation à la violence est criminelle et c'est ce qu'on entend hier. Mort à Tzahal, death to the IDF, ça rime hein, pour en anglais, mondialisation de l'intifada, trouvons un autre colon à éliminer. Tout ça, pour moi, ce sont des mots qui présagent, surtout avec l'élection maintenant de Mamdani, qui prendra fonction le 1er janvier, à ce qu'on doit s'attendre ici à New York. Moi, en tant que dirigeant communautaire, je suis très inquiet. Je suis très inquiet d'abord parce que je pense que ça, c'est la nouvelle réalité. Je vais aussi vous citer un autre incident dont on n'a pas parlé, mais encore aussi grave. À la City College de New York, l'université de New York, il y a eu une réunion intercommunautaire, donc une réunion qui se voulait pacifique avec des représentants musulmans, juifs et chrétiens.
et l'imam, qui était le dirigeant de la délégation musulmane, a appelé au boycott parce qu'il était assis à côté d'un dirigeant de Hillel, de l'organisation Hillel, qui est une organisation juive que tout le monde connaît, en disant je ne veux pas être assis à côté d'un sioniste, et tout le monde part. 100 musulmans se sont levés et sont partis. Donc ça, il faut s'attendre à... Notre synagogue, elle est de l'autre côté du parc. Nous aurons ce même genre de manifestation, appelez-le comme ça, et nous devons donc nous préparer. Deuxièmement, je pense que cette propagande présage qu'on va entendre de l'administration Mamdani. Mamdani, c'est un homme politique qui a dit que au centre de ses convictions, c'est l'idée qu'Israël n'est pas un État légitime. C'est un État colonialiste qui est assis sur la terre d'un autre, et puis donc qu'il faut éliminer. C'est ce qu'il dit. Pour vous, alors voilà des gens... Oui. Pour vous, Zoran Mamdani est dangereux, il représente clairement une menace, notamment pour la communauté juive de New York ? Clairement. Zoran Mamdani n'a d'autre obsession, je dirais, que sa haine et ses idées, ses opinions concernant Israël. Pour lui, moi qui suis aussi professeur de droit depuis 25 ans à l'université, j'ai vu cette génération d'hommes politiques être éduqués dans la haine d'Israël, je dirais pas antisémite, je dirais carrément antisémite, parce que l'obsession avec l'État d'Israël, c'est un des éléments de la définition d'antisémitisme. Pour lui, nous ne sommes pas légitimes. La mondialisation de l'intifada, ça veut dire que de la rivière à la mer, nous n'avons pas le droit d'être en Israël. Nous sommes des colonialistes, alors que franchement, eux le sont sur la terre d'Amérique, mais nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls qui doivent quitter leur terre et partir où je ne sais pas. Alors on rappelle que ce sont évidemment vos propos, Harry. Également hier dans cette manifestation, il y a eu des propos, nous devons leur faire peur. Est-ce que c'est le sentiment des Juifs américains, des Juifs de New York du moins ? Alors oui, je suis certain, c'est le sentiment, oui, que le but, c'est pour ça que je n'ai pas voulu qualifier ça de manifestation. Une manifestation exprime une opinion. Ça, ce genre de regroupement est là pour terroriser la communauté juive et essayer de nous faire peur et de nous empêcher d'amener, par exemple, ce genre d'organisation que la synagogue de Park East a amené, Nefesh Benefesh, une organisation qui assiste à la Aliyah, qui aide la Aliyah des communautés anglo-saxonnes. Alors, nous, d'abord, premièrement, nous n'avons... Il y a des gens, bien sûr, qui ont peur, mais nous n'allons pas nous sauver. Nous n'allons pas accepter ces menaces, nous n'allons pas accepter cette propagande. Nous nous préparons. Nous attendons de voir comment la mairie Mamdani va réagir. Je suis pas optimiste du tout. Mais nous nous préparons à résister à ce genre de propagande, à ce genre de menaces. Et absolument, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est légitime. C'est non seulement légitime, mais c'est à la mode. Ça vous donne des points. Mamdani a gagné pour moi cette élection, pas malgré son antisémitisme, mais grâce un peu à son antisémitisme. Alors, je pense que ces vues l'ont beaucoup aidé. Alors justement, Mamdani, il doit demain se rendre à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec Donald Trump. Les deux, ils ont des idées complètement opposées. À quoi il faut s'attendre ? Je pense que pour moi, qui suis en général très optimiste, il faut s'attendre à pas grand-chose. Aujourd'hui, la politique aux États-Unis, c'est du show business. C'est la politique de la performance. Nous avons déjà entendu le président Trump dire que le maire communiste de New York a demandé une audience qui sera à la Maison-Blanche. Donc il va présenter ça comme une victoire contre les communistes de New York, comme une humiliation, disons, de Mamdani qui vient payer ses respects au président. Mamdani a fait la même chose, a dit je vais aller expliquer au président Trump ce que ça veut dire d'être le maire de New York, ce que ça veut dire d'être vraiment du côté du peuple, ce que ça veut dire d'être un vrai socialiste. Donc nous allons avoir, comme ils disent ici, des photos, une photo entre le président et le maire, mais il n'y aura pas pour moi de dialogue constructif et surtout pas de dialogue qui va aider la communauté juive de New York à se préparer à 4 années qui vont être, je suis certain, très difficiles. Merci Harry Afilalo d'avoir été avec nous, président donc de la synagogue franco-séfarade de New York. Michel Mimran, très très rapide, peut-être une petite réaction extrêmement rapide en revanche. Sur l'idéologie mortifère de Mamdani, en revanche, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et attendre. Je ne suis pas certain que
pour New York, pour le Parti démocrate, même pour le maire de New York, et évidemment pour les États-Unis, l'image de la ville la plus grande et la plus riche des États-Unis comme une ville en proie à l'islamisation soit une bonne chose. Donc, je comprends qu'il y ait un enthousiasme ravivé des antisémites et des antisionistes à New York, mais j'attendrai de voir la réaction que cela va susciter parce que l'image de New York est en train d'en prendre un coup extrêmement fort. Et on verra donc peut-être qu'il y aura des surprises, notamment demain avec la rencontre, l'entretien entre le futur maire de New York, celui qui a été élu, et Donald Trump. On marque une très courte pause et on revient ici sur le plateau de Ça se débat. Restez avec nous, à tout de suite. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת של חברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עתה בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en image. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News.
plateau de Ça se débat, toujours en compagnie de Samuel Lévy, de Raphaël Bekkach à Tel Aviv et de Michel Mimran et Jean Messia également à Paris. Vous vouliez réagir juste avant, nous parlions de cette manifestation antisioniste qui a eu lieu hier soir à New York devant une synagogue. Jean Messia, vous vouliez réagir ? Oui, je pense que l'élection de ce maire, Zoran Mamdani, dont les liens avec les frères musulmans sont avérés, a décomplexé la parole et l'action antisémite. Moi, je ne crois pas... Enfin, l'antisionisme, ça ne veut rien dire. Il faut dire antisémite. Il n'y a pas d'antisionisme sans antisémitisme. Et la deuxième chose, très rapidement, j'aimerais savoir comment se sentent les 33% de juifs new-yorkais qui ont voté pour Mamdani parce qu'ils se sentaient plus démocrates que juifs. Comment se sentent-ils aujourd'hui, après cette manifestation et les slogans qui ont été déclamés ? Samuel, une petite réaction. Oui, c'est exactement sur ça aussi sur lequel je voulais penser. C'est que n'oublions pas que Mamdani a été élu avec 33% des votes de la communauté juive, qui est pour moi aussi une sorte de, on va dire, de révélateur d'une communauté juive qui parfois aussi, dans l'esprit libéral, se déteste elle-même et ne peut pas se supporter en tant que juive. Et malheureusement, aujourd'hui, on arrive à des situations complètement ubuesques où on est prêt à élire un maire qui est farouchement antisioniste, anti-israélien, anti-Tzahal, qui va réclamer, qui dit que si Benjamin Netanyahou va poser les pieds à New York, il le ferait arrêter. Et c'est même pas mettre un but contre son camp, c'est tout simplement la détestation de soi-même. Raphaël ? Je suis d'accord sur l'idée générale, mais peut-être pas sur la finalité. Évidemment que l'arrivée de Mamdani est dangereuse, évidemment qu'il amène un discours antisémite et une décomplexation, comme Jean Messia l'a dit. Par contre, il ne faudrait pas remettre la cause sur les Juifs. Les antisémites sont présents et sont nombreux sans les Juifs. C'est eux qu'il faut attaquer, c'est ceux qui incitent à cet antisémitisme-là. Et il faut... Oui, mais enfin, quand vous avez 33% de la communauté juive de New York qui vote pour eux, c'est un sujet quand même. On est d'accord, mais il faut les protéger de la même manière. Ils font quand même partie du peuple juif et ils doivent être protégés de la même manière. Très rapidement, on voit aussi que les dernières années, où depuis l'élection de Barack Obama, où les vannes ont été ouvertes justement à l'immigration et notamment des pays musulmans, on voit ce que ça amène. Donc on voit aussi que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en France. Donc c'est ce discours décomplexé, c'est cette haine des Juifs, cette haine d'Israël, et on voit qu'on arrive à un vote communautariste, alors que qui aurait pu penser, la ville juive par excellence dans le monde, c'était New York. Allez, on va clore ce sujet. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Alors vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs et puis chacun réagit l'un après l'autre. Michel Mimran, on va commencer avec vous. L'Union des étudiants juifs de France porte plainte contre le réseau social X pour contestation de crimes contre l'humanité et diffamation raciale. Une plainte après les propos niant la réalité des chambres à gaz. Grok, l'intelligence artificielle du réseau social X, a en effet affirmé que les chambres à gaz d'Auschwitz étaient destinées à la désinfection pour lutter contre le typhus et non à des exécutions massives. Une réaction? Alors la première chose, c'est que l'UEJF est très cher à mon cœur pour en avoir été à son bureau pendant de certaines années. Je trouve que c'est très bien de porter plainte et d'attaquer. Il faut à tout prix que l'IA arrive à réformer. Ça va être un problème. C'est un problème sur les réseaux sociaux. Si l'IA a ce problème également, ça va être insurmontable. Donc il faut tout de suite poser les bases d'une réflexion et évidemment d'une sanction. Parce que ce que vous venez de décrire dans ce que dit Grok est absolument inacceptable, c'est évident, mais il faut dorénavant multiplier les recours contre les moteurs d'intelligence artificielle. Il faut régler ce problème. Raphaël Bekkach, on va passer à vous. Votre info, c'est la commission de la sécurité nationale de la Knesset, le Parlement israélien, chargée de finaliser la loi instaurant la peine de mort pour les terroristes. Elle examine en ce moment une série d'amendements jugés particulièrement sévères. La condamnation à mort deviendrait automatique, non pas uniquement pour toute personne ayant tué un juif, mais aussi pour ceux qui auraient commandité ou planifié une attaque. Raphaël? Je pense que c'est justement la chose dont on avait le plus peur, que ça arrive sur d'autres sujets, et notamment comment réagiront les Israéliens le jour où un juif sera condamné à mort du fait de cette loi. Il faut faire attention aux dérives qui peuvent arriver, et cette ouverture qu'on a sur la peine de mort. Dans la Torah, le seul, malgré tout, qui choisit, c'est Dieu, et pour les peines de mort, un bourreau qui est un bourreau extrêmement violent tue une personne par génération. Là, on risque d'arriver à beaucoup plus. Samuel, vous avez le droit de réagir. Rapidement.
C'est un sujet qui est extrêmement délicat. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas si la peine de mort est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors bien sûr qu'il y a parfois des crimes où on se dit il mériterait d'être tué. On a tous vu ces images du 7 octobre où le lendemain matin, on se disait qu'ils méritaient tous la mort, tous ces terroristes-là. Maintenant, c'est vrai il peut y avoir d'autres cas. Israël l'a déjà appliqué, la peine de mort. Eichmann a été pendu à Jérusalem en 1962. Bien sûr, Israël a déjà appliqué. C'est dans des cas extrêmement délicats et très précis. Alors maintenant, je ne sais pas, est-ce que ça va être... Moi, j'ai peur qu'on arrive en fait à une loi qui ne soit pas une loi qui sera aussi utilisée. Donc à ce moment-là, ça serait contre-productif et je ne vois pas à quoi ça servirait. Et ça peut aller trop loin. Samuel, on va justement continuer avec votre info. C'est le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, qui a déclaré lors du congrès des maires de France que le pays devait accepter, je cite, de perdre ses enfants, des propos qui ont été vivement dénoncés par une partie de la gauche. Notamment Jean-Luc Mélenchon se dit en désaccord total avec ces propos et le RN dénonce des déclarations du chef d'État des armées françaises. Une petite réaction. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la France ne sait pas ce que c'est la guerre. Nous, on vit dans un pays en guerre, on vit dans un pays où on sert dans le Sahel, où on est honoré de servir dans le Sahel, où pour nous c'est un honneur, où on sait ce que c'est que de mourir au combat, et on sait ce que c'est que d'avancer justement sous le feu de l'ennemi. Et malheureusement, aujourd'hui, la France ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, la France a malheureusement perdu ses grandes lettres de noblesse sur le terrain. Sans remonter à l'armée de Napoléon, mais voilà, donc on voit ce que c'est. Et quand on a une armée qui n'est pas prête aujourd'hui, enfin, quand on a en tout cas un peuple qui n'est pas prêt à se battre, c'est pas très bon augure pour le futur. Michel Mimran, vous voulez réagir peut-être ? Juste pour dire qu'il y a déjà des enfants de France et des soldats qui meurent, qui sont morts sur certains champs de bataille. Je pense que l'expression qu'a utilisée le chef d'état-major était peut-être maladroite parce qu'elle a choqué, mais dire aujourd'hui qu'il y a des soldats et que ces soldats seront peut-être amenés à se battre avec les conséquences que ça peut avoir, me paraît être salutaire. Il est important que les Français comprennent ce qui est en train de se passer avec la Russie. On va passer, Jean Messia rapidement, avant de passer à votre info justement. Oui, rapidement, je pense que ces propos ne sont pas choquants en soi, ils sont choquants dans l'objectif pour lesquels les enfants, entre guillemets, doivent mourir. Moi, je ne pense pas, si vous voulez, qu'une guerre avec la Russie est inévitable. Ça, c'est la politique du président de la République qui veut absolument nous conduire dans une guerre avec la Russie, alors que la vraie guerre, elle nous vient du Sud et c'est une guerre pour laquelle le président de la République pratique une cécité militante et un déni militant. Et après, si vous voulez, quels enfants vont mourir ? Parce que en France, nous avons désormais un peuple dans le peuple, avec effectivement des millions de personnes qui ne sont pas du tout prêtes, qui ne le veulent pas mourir pour la France. D'abord parce qu'elles ne se sentent pas d'allégeance à la France. Ce sont des Français contrefaits par une politique de naturalisation délirante et une politique d'immigration délirante. Et je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui une partie de la jeunesse française qui est totalement disloquée par rapport au destin du pays. Donc en fait, les propos facialement sont choquants, mais facialement sont normaux plutôt, mais quand on creuse un peu, ils sont choquants par rapport à la Russie et par rapport aux enfants qui ne sont pas définis dans ce discours. Alors justement, Jean Messia, je pense que cette info, elle va vous plaire. Un candidat d'extrême gauche au municipal de 2026 à Strasbourg a diffusé des tracts, vous le voyez, en langue arabe et en turc. Une manière pour lui, selon ses mots, de s'adresser à tous les Strasbourgeois. Strasbourg est une ville multiculturelle. On vous entend rire. C'est Michel qui rit, mais moi en fait j'ai réagi sur le réseau X à cette affiche en disant que voilà, je présente la ville de Strasbourg. C'est quand même assez paradoxal, si vous voulez, que la gauche et la diversité islamisée s'acharnent à qualifier le grand remplacement de la France et l'islamisation de la France de fantasme d'extrême droite, de complotisme, alors même que dans ce qu'on voit, dans ce qu'ils font, ils ne font que refléter la réalité qu'ils font métier de nier par ailleurs. Donc soit ces gens sont, des cyniques, soit ce sont des schizophrènes ou des malades mentaux, parce qu'on ne peut pas dire il n'y a pas d'islamisation, il n'y a pas de remplacement, et faire une affiche électorale en arabe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que ne comprend pas l'extrême gauche en France, l'extrême gauche, vous savez, elle encourage l'immigration, les régularisations, elle veut que la terre entière vienne s'installer en France. Ce que ne comprend pas l'extrême gauche, c'est que
lorsque ces populations deviennent majoritaires sur un territoire, eh bien, elles veulent des représentants qui leur ressemblent. Donc, un jour ou l'autre, exit Jean-Luc Mélenchon, exit Mathilde Panot, exit Raphaël Arnaud, et bonjour Mohamed, Mokhtar et Mamadou. Parce que ça sera des gens qui seront issus du nouveau peuple qui se sera installé, qui aura colonisé des territoires entiers sur le territoire national français. Et ça commence à Strasbourg. Si Strasbourg n'était pas remplacé et si Strasbourg n'était pas islamisé, eh bien, on n'aurait pas eu un candidat à l'élection municipale qui soit lui-même d'origine étrangère et qui en plus, bon ça pose pas de problème, mais qui en plus cultive son irrédentisme alter-identitaire jusqu'à faire ses affiches électorales en arabe. Vous vous rendez compte? Imaginez que dans un pays arabe, il y a quelqu'un qui se prenne à faire une affiche électorale en hébreu ou en français, ou même en français. Ça n'existe pas. Alors, on a parlé du Nord, on va maintenant parler du Sud et de l'après-guerre. Les États-Unis ont demandé au Yémen de rejoindre la force internationale qui doit être déployée dans la bande de Gaza dans le cadre du fameux plan de paix de Donald Trump. Est-ce que c'est une bonne idée? Michel Mimran et Jean Messia, justement, ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 12, face à face numéro 2. C'est parti. Le principe, Michel Mimran, vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre, pas plus, nos téléspectateurs. Jean, vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? N'oubliez pas, vous avez 1 minute et vous devez convaincre les téléspectateurs. Allez, c'est parti, Michel, c'est à vous. Écoutez, je ne sais pas si je vais exactement répondre à votre question, mais je n'ai pas une grande hostilité à la présence d'une force yéménite à Gaza. Et pour tout vous dire, je pense que si on m'avait dit qu'il y allait avoir une force française ou espagnole ou peut-être anglaise, j'aurais été plus sceptique. Les Yéménites, ils savent, ils sont en but avec les Houthis depuis longtemps, donc ils ont un ennemi qui est un ennemi commun avec Israël. Je ne pense pas qu'ils fassent preuve d'une très grande indulgence avec le Hamas à Gaza. Donc non, j'ai pas d'hostilité particulière à une représentation yéménite dans la force internationale. Je finirai en disant que je n'ai qu'une confiance très modérée dans les capacités d'une force internationale. Pour cette histoire-là, je ne ferai confiance qu'à Tsahal, qui sera évidemment extrêmement vigilante. De ce que nous savons de ce qu'est une force internationale, je ne suis pas certain qu'il faille s'inquiéter d'une présence yéménite. Jean Messia. Voilà, vous voyez, j'ai même fini en avance. Bravo. Jean Messia, moi, je pense que la participation du Yémen à une force internationale à Gaza transformerait celle-ci en farce internationale à Gaza. Tout simplement parce que, contrairement à ce que croit Michel Mimran, les Houthis, effectivement, sont très présents au Yémen et c'est encore une fois une armée dans l'armée. C'est-à-dire que le pouvoir central yéménite est incapable d'empêcher les Houthis de balancer des missiles sur Israël. Donc il y a évidemment une porosité, un peu comme le Hezbollah au Liban, il y a évidemment une porosité entre les Houthis et le reste du pays. La deuxième chose, c'est que même si on suppose que le pouvoir yéménite est hostile aux Houthis, croyez-moi que sur l'affaire israélo-palestinienne, tous les musulmans seront du côté du Hamas et de Gaza. Il y a une espèce d'union sacrée, vous savez, c'est ce que disait le roi Hassan II du Maroc, la Palestine est l'aphrodisiaque des musulmans. Donc même s'il y a des antagonismes à l'intérieur du Yémen, une fois que le Yémen sera dans cette force internationale, il prendra évidemment fait et cause pour ses coreligionnaires musulmans contre Israël. Michel Mimran, est-ce que vous croyez réellement à ce plan de paix de Donald Trump qui a été approuvé, voté du moins en début de semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU? Écoutez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'on va aller vers des temps un peu plus calmes et pourquoi pas, effectivement, un peu de paix. Je sais qu'il y aura sur ce plateau, j'en vois 2 qui seront probablement pas de mon avis, mais je pense que tout ça vaut mieux que la guerre. Et c'est peut-être ce dont nous débattons depuis le début de cette émission. Peut-être que certaines guerres sont inévitables, mais si on peut les éviter, c'est très bien. Il est temps, on l'a souvent dit ici, que cette guerre s'achève. Je ne sais pas si ce plan est parfait, je ne sais pas s'il vivra longtemps, probablement il devrait être amendé, mais en tout cas, il faut souhaiter que ça marche. Raphaël. Oui, je veux rejoindre ce que Michel a dit. Alors Jean, un super jeu de mots là-dessus. Je suis d'accord sur le jeu de mots, mais pour le reste, Michel, pour moi, une compréhension plus logique de ce qu'on a sur le terrain. Les coalitions internationales ont beaucoup de mal à marcher au Moyen-Orient, justement parce qu'elles ont une vision qui est totalement occidentale. Et on a vu dans les critiques qui ont été faites à Tsahal, qui viennent d'une compréhension
inexistante de la réalité du terrain. Les Yéménites, eux, sont en train de se battre, encore une fois, face aux Houthis, sont en train de se face à un groupe terroriste et utilisent les moyens qu'il y a besoin d'utiliser face au groupe terroriste. Les Palestiniens et les Gazaouis et le Hamas auront beaucoup plus peur face à une force avec des Yéménites qu'une force composée de Français, d'Espagnols ou d'Allemands qui, on sait, auront beaucoup de mal à appuyer sur la gâchette quand il le faut. Et est-ce qu'eux arriveront à faire en sorte que le Hamas dépose les armes ? Je ne sais pas, ça dépendra aussi de la totalité de la coalition internationale, mais ça m'a l'air, du moins pour l'instant, l'option la plus viable et celle avec laquelle on peut être le plus optimiste. Est-ce que c'est un 100% ? On est loin de là. J'aurais aimé. Mais c'est pour sûr une des meilleures options qu'on a pour l'instant sur la table. Parce que ce qui se passe au Yémen, le gouvernement de Sanaa n'arrive pas pour l'instant à gérer les rebelles Houthis. Et il faut dire d'ailleurs qu'Israël n'a pas réussi non plus, les États-Unis non plus. Les Houthis, c'est pas une petite armée, c'est une armée extrêmement développée, extrêmement puissante, mais terroriste, tout comme le Hamas. Qui reçoit l'aide des Iraniens d'ailleurs. Oui. Jean Messia voulait réagir. Enfin, cela dit, sur le principe d'une force internationale, vous savez, moi je reprends l'expression du général de Gaulle, les initiatives du machin de New York, en parlant de l'ONU, sont toujours des initiatives symboliques qui font beaucoup parler, pour beaucoup couler d'encre, mais qui sur le terrain n'ont jamais véritablement obtenu de résultats probants. Enfin, est-ce que la FINUL au Liban, qui est déployée au Liban depuis 1982, est-ce que la FINUL a empêché quelque attaque ou quelque guerre que ce soit entre le Liban et Israël ? Bien sûr que non. Donc pour stabiliser un front, une fois que les parties elles-mêmes sont tombées d'accord et ont signé un traité de paix qu'elles s'engagent à respecter, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le déploiement d'une force internationale qui suffira à lui tout seul et à lui-même à pacifier une relation entre deux ennemis, si vous voulez. Si les deux parties ne sont pas désireuses d'aller vers la paix et qu'ensuite l'ONU renforce, si vous voulez, la volonté des deux parties, c'est une chose, on n'en est pas là. La force internationale en elle-même est incapable de pacifier une zone qui est encore une zone de guerre. Samuel Lévy. Vous y croyez-vous à cette force internationale ? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'à un moment, il faut être lucide. Il faut traiter le Hezbollah et le Hamas comme ils sont, c'est-à-dire des organismes terroristes. Et avec les terroristes, il n'y a qu'un seul discours, c'est le discours de la force et le discours de la guerre qui marche avec eux. Donc il faut à un moment... Jean l'a rappelé, on a une force d'interposition internationale qui est à 200 km de Gaza, qui est au Liban et qui, au contraire, a permis justement au Hezbollah de se multiplier et de renforcer là-bas ses forces. Et je suis très inquiet des pays dont on parle, qui sont des pays qui sont contre Israël. On parle de la France. Est-ce que Israël va accepter ? On parle de la France, on parle de l'Espagne, on parle de toutes sortes de pays comme ça qui ont eu des attitudes et une politique étrangère néfaste et hostile à Israël. Et aujourd'hui, on voudrait que ce soit eux qui soient les garants de notre sécurité. Pour moi, c'est tout à fait inadmissible. Il faut à un moment être lucide. Il faut arrêter de faire la politique de l'autruche et prendre un petit peu le problème à bras-le-corps. Le terrorisme islamiste, c'est exactement le même terrorisme islamiste qu'il y a eu au Bataclan. Il fait exactement les mêmes ravages. Et il n'y a qu'une seule solution pour ça, c'est le déraciner. Et c'est avec l'armée et avec Tsahal qu'on arrivera. Raphaël, est-ce que Israël va accepter... Samuel, vous êtes hostile au cessez-le-feu, Samuel ? Non, je ne suis pas hostile au cessez-le-feu. Je suis hostile aux terroristes. D'accord. Qui ne l'est pas ? Raphaël, est-ce que réellement Israël va accepter de faire partie d'une force où il y a la Turquie, l'Indonésie, le Yémen maintenant ? Alors, il faut faire une différence entre les trois pays que vous venez de citer, parce qu'entre la Turquie, l'Indonésie et le Yémen, il y a des intérêts qui sont extrêmement différents. Le Yémen, il faut se rappeler, est un allié très proche de l'Arabie Saoudite qui a des intérêts financiers énormes pour la paix en Israël. Ce n'est pas par volonté ou amour pour les Palestiniens, c'est par une volonté de stabilité pour des accords économiques extrêmement forts. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a là-dessus une volonté très forte du Yémen que ça se stabilise ici, parce que pour leur combat chez eux, ça les aiderait énormément. Et c'est ça qui peut faire réussir cette coalition-là. Jean Messia parlait des échecs réels de la majorité des coalitions internationales. Il faut quand même rappeler que dans les pays arabes, quand il y a eu des envois de troupes de différents pays arabes dans les pays du Moyen-Orient, ça a eu plus de succès que les coalitions internationales qui étaient souvent avec des soldats. Un exemple, tout simplement, c'est un mauvais exemple parce que je ne serais pas d'accord avec eux, mais en Iran, l'Iran a utilisé les soldats libanais du Hezbollah pour attaquer tous les Iraniens qui essayaient d'amener de la démocratie en Iran. Ça a eu un succès terrifiant qui fait que l'Iran est encore à la tête, et surtout les islamistes sont encore à la tête de l'Iran. Donc il y a eu des succès comme cela. Oui, c'est pas comparable, c'est autre chose ça. Parce que ça ne va pas dans votre sens, donc c'est pas comparable. Mais
Je vois pas en quoi c'est pas Non, comparable. c'est pas comparable. On parle d'une force internationale. Vous me parlez d'une milice de chiites, donc qui est proche, Non, on parle qui est en fait de la même religion que l'Iran, et que l'Iran utilise, au lieu de l'utiliser contre Israël, elle l'utilise contre ses ennemis intérieurs. Ça n'a rien à voir avec une force d'interposition. On parle d'utiliser des gens du Moyen-Orient qui comprennent le Moyen-Orient pour régler des conflits du Moyen-Orient. Et je vais finir juste sur le fait que Samuel a visiblement à la main toujours très facile. Oui, mais c'est un mauvais exemple, ça. C'est n'importe quoi. Israéliens dans les différents fronts. J'ai pas entendu ce que vous avez dit dans votre dernière phrase, Jean. En fait, votre exemple, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on aborde. C'est comme, si vous voulez, par exemple, quand l'Égypte et Israël ont signé un traité de paix, là, il y a eu une force internationale d'interposition qui était en charge de vérifier le bon déroulement du processus de paix qui avait été signé préalablement par les parties prenantes du conflit. Donc, dans ce cas-là, ça peut marcher, et ça a marché avec l'Égypte. Le problème, si vous voulez, c'est que la force internationale, si le Hamas et Israël, et surtout le Hamas, ne tombent pas d'accord, ou les Palestiniens ne tombent pas d'accord sur une reconnaissance mutuelle et sur un traité de paix qui garantit la coexistence pacifique des deux peuples, la force internationale en elle-même ne peut rien générer et ne peut accoucher de rien. Une force internationale sans traité de paix préalable est stérile. Ça ne sert à rien. Mais votre erreur, c'est que la coalition internationale n'est pas là pour essayer d'être un entre-deux, comme l'exemple que vous donnez avec l'Égypte. La coalition internationale a un but d'imposer le désarmement au Hamas, d'utiliser ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quelle légitimité elle a d'aller prendre les armes du Hamas? Enfin, vous rigolez ou quoi? Et pourquoi le Hamas accepterait la légitimité de la force internationale? L'intérêt du Yémen est le même qu'Israël, à savoir une stabilité ici, une faiblesse du Hamas et un arrêt des attaques contre les Juifs en Israël. Michel Mimran rappelle que c'est les États-Unis qui ont demandé au Yémen. Le Yémen, pour l'instant, n'a pas répondu. Est-ce qu'on peut imaginer que Sanaa refuse de faire partie de cette force internationale à Gaza? Je ne vous apprendrai rien en vous disant que dès qu'il s'agit de Gaza et du Proche-Orient, on peut tout imaginer. Donc oui, on peut très bien imaginer le Yémen refuser de faire partie de cette force internationale pour des raisons de politique intérieure principalement. Merci beaucoup. Une dernière petite réaction rapide sur le sujet, Samuel? Écoutez, j'espère qu'en tout cas on arrivera très bientôt à un démantèlement véritable du Hamas et qu'on arrivera à ramener encore, je crois, il me reste quelques otages. Trois otages qui sont encore dans la bande de Gaza, donc on fera le maximum. En tout cas, on a vu une chose, c'est que depuis le début de la guerre, tout ce qu'on pensait impensable et irréalisable, enfin du point de vue de la gauche, a réussi à être fait par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Voilà, cher Raphaël. Je vous dis, pour avoir été au front à Gaza, c'est ridicule. La dernière année était une année qui n'a pas avancé. On a eu un accord qui est l'accord proposé, vous n'allez pas aimer, mais proposé par Golan il y a déjà 1 an. Et c'est le même accord que vous soutenez aujourd'hui. Donc c'est un peu hypocrite de maintenant donner tous les succès à Netanyahou, qui encore aujourd'hui marche pas, c'est de la faute de Netanyahou, et tout ce qui marche, c'est grâce aux autres. En tout cas, je vous dis ce soir, c'est Rosh Chodesh, donc joyeux mois de Kislev à tout le monde. Voilà, c'est le mot de la fin. Il y a Julien Assal qui a suivi toute l'actualité du jour. Voici sa carte blanche. Bonsoir tout le monde, bonsoir Océane, enchanté. Alors déjà Océane, merci car en une soirée, tu as relevé le niveau capillaire du plateau. Je me sens beaucoup moins seul aujourd'hui. Et j'ai vu l'émission là ce soir. Quel plaisir de te regarder, l'émission. Quel plaisir de regarder l'émission, comme tous les soirs où je la regarde, l'émission. Pas toi Océane, parce que t'étais pas là malheureusement. Enfin j'adore Raphaël, il est trop fort, mais il a besoin de vacances et aussi moi, pourquoi pas. Bon d'ailleurs Raphaël il m'a dit que sa fille était de la même classe que la tienne Océane. Je comprends maintenant pourquoi il accompagne sa fille tous les matins à l'école. Allez, on va commencer. Il y a beaucoup d'infos ce soir. Voilà, il y a beaucoup d'infos, des infos pas très rayonnantes, au contraire de toi Océane. Allez, salam alaikum, shalom, bonjour. Alors, j'ai appris que les États-Unis auraient demandé au Yémen de se rapprocher d'Israël pour assurer la paix dans la bande de Gaza. Le Yémen qui avait envoyé une tonne de missiles en Israël. C'est chelou. C'est comme si on demandait aux terroristes du Bataclan d'assurer la sécurité en France. Ou alors c'est comme si on demandait à Raphaël de prendre un billet pour Israël et que je fasse ma chronique en plateau juste à côté d'Océane. Aucun rapport, c'était juste pour faire passer le message. Deuxièmement, on a vu Jean Messia qu'à Strasbourg, des tracts pour les municipales sont distribués en arabe et en turc. Alors c'est honorable, faut tenter, faut savoir se vendre.
Après, je pense que l'essentiel pour les Strasbourgeois, c'est que les promos sur la choucroute restent en français. C'est le plus important pour eux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai fini. Juste dernière chose, Océane, tu reviens quand tu veux. Voilà, t'es comme chez toi ici. Et je parle pas du plateau, je parle vraiment de chez moi. Tu viens quand tu veux. Bisous à Océane, tous sous à lundi prochain. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup, Julien. Merci à nos invités à Paris. D'abord, Michel Vimran, merci beaucoup. Jean Messia, également, on a beaucoup ri là, ce soir, cette dernière petite... Voilà, là, à la fin, on a bien ri. Et merci ici à Tel Aviv, Raphaël Bécache, Samuel Lévy, merci d'avoir été avec nous. Je vais revenir, mais quand même, on va laisser la place à Raphaël. Très belle soirée sur i24 News. C'est Christopher Barolin qui va prendre la suite de l'info. Très belle soirée et très bon week-end.